Cette semaine, nous avons un site de Starbase très occupé, comprenant des nouvelles sur le lancement de Starship à Starbase, mais aussi à Cape Canaveral. SpaceX multiplie les lancements de satellites à communication directe au téléphone mobile, et le monde a eu la chance d'avoir des aurores boréales. Je suis Christophe Paget pour la chaîne Espace News, et ceci est votre revue hebdomadaire de l'espace. Commençons par une revue de ce qui s'est passé à Starbase. Le vaisseau spatial numéro 31 a été monté sur un support de simulation de poussée moteur et transporté vers le site Massey. Il a ensuite subi un test cryogénique. Cependant, vous pouvez voir sur votre écran des flammes provenant de l'un de ces soupapes de ventilation, ce qui est un comportement vraiment particulier pour un test Starship. Maintenant, s'agit-il d'un nouveau type de test ou d'un problème? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais Stockspace a dû passer par ce type de test pour émuler le pire des cas. On en saura plus prochainement. Sur le site de production, nous avons vu de nouveaux matériels de grues livrés et en route vers la Star Factory. J'imagine que le plafond de la Star Factory va devenir une vraie jungle de grues. Et la façade par la Highway 4 est maintenant terminée, à l'exception d'une petite ouverture réalisée par le personnel. La construction de bureaux a désormais atteint son 4e niveau, sur l'une des ailes au moins. Nous avons ensuite vu les unités de climatisation transportées par hélicoptère jusqu'au toit de la Star Factory. Ce n'est pas une surprise car la largeur ou même la longueur de l'usine est si grande qu'aucune grue ne peut atteindre le centre depuis ses bords. Le premier étage super lourd numéro 11 a quitté le site de production et transporté au site de lancement et même soulevé et installé sur le support de lancement orbital qui est appelé étage numéro 0. Vous pouvez voir qu'il porte même l'anneau de séparation d'étage à chaud tout en haut. C'est donc une bonne nouvelle pour l'IFT numéro 4. Le vaisseau spatial numéro 29 a également rejoint le premier étage super lourd numéro 11 et posé à son sommet. Les deux véhicules ont ensuite subi une courte répétition générale juste avant la diffusion de cette vidéo. Cela impliquait uniquement de ravitailler tous les réservoirs avec une faible quantité de combustible. Elon Musk a mentionné sur X.com que l'IFT numéro 4 avec le premier étage numéro 11 et le Starship numéro 29 est retardé et est désormais attendu dans les 3 à 5 semaines prochaines, soit mi voire fin juin 2024. L'IFT 4 est-il prêt à voler? La réponse courte est non. Ce qui manque, c'est le rapport d'enquête. Comme vous le savez peut-être, SpaceX travaille directement avec la FAA pour résoudre les problèmes liés à l'IFT numéro 3 avant de publier un tel rapport. Qu'est-ce qui a été résolu? Eh bien, ce que nous savons, c'est que le roulis incontrôlé et les tuiles qui se détachaient pendant la croisière et la descente du vaisseau spatial devraient être corrigés avec l'ajout de propulseurs anti-roulis et le collage des tuiles. Alors, nous savons également que les antennes Starlink ont été relocalisées ailleurs. Il y avait eu un problème avant, nous ne savons pas. Quant au premier étage super lourd, il n'a pas réussi à générer suffisamment de poussée juste avant l'atterrissage. On ne sait pas encore ce qui a été fait pour résoudre ce problème. Est-ce que cela suffirait pour accorder une licence par la FAA? Tout sera révélé dans les prochaines semaines. Donc continuez à regarder cette chaîne pour plus d'informations. Tandis que SpaceX s'attend toujours à publier un rapport d'accident pour l'IFT numéro 3 de mars à la FAA, afin d'obtenir sa licence de vol pour l'IFT numéro 4, SpaceX a demandé une mise à jour de sa déclaration d'impact environnemental au Kennedy Space Center, PAD numéro 39A, qui a été reçue pour la première fois en 2000.
2019, si vous êtes déjà au courant. Depuis, beaucoup de choses ont changé, comme le fait que le Starship n'atterrit plus sur ses jambes, mais plutôt être attrapé par les bras de la tour Mekasila, ou même le nombre de moteurs Raptor a été également changé. De plus, SpaceX demande cette fois une licence d'opération pour un maximum de 44 lancements par an, ainsi que la construction d'un système de liquéfaction du gaz naturel et d'une unité de séparation de l'air pour la production de propergol. Sur le site de lancement, vous vous souvenez peut-être la semaine dernière du test moteur du Starship numéro 30 sur le pad B. Il en a ensuite été retiré et ramené au site de production. Entre-temps, SpaceX a démoli le pad B, ce qui fait du site de Massey clairement le seul site restant pour effectuer des tests moteurs du Starship en utilisant son nouveau déflecteur de flammes en cours de construction. Comme observé les semaines précédentes, SpaceX commence à se débarrasser d'un réservoir vertical, le 4e réservoir en fait, et il en reste 4 autres à se débarrasser. De plus, nous voyons SpaceX poursuivre le retrait du parc de réservoirs suborbital et de sa berne. Et cette semaine, nous assistons au début du transport de toutes les sections de la tour Mekasila numéro 2 depuis le port de Brownsville vers la Starbase. Et sur le continent européen, la société allemande de fusées d'Augsburg, Arefa, a expédié il y a quelques semaines son premier étage de sa nouvelle fusée Arefa One à Saxo Board sur les îles Shetland en Écosse, sa nouvelle rampe de lancement. Après 2 jours de route et 3 traversées en ferry plus tard, le premier étage était érigé sur sa rampe et juste avant la diffusion de cette vidéo, Arefa a mené avec succès un essai moteur statique, comme vous pouvez le voir sur les images grâce aux passionnés de fusées qui y campaient. Donc, plus d'informations à venir sur ce sujet dans les prochains épisodes. La semaine des lancements de fusées a débuté le 10 mai avec SpaceX et sa Falcon 9 envoyant un lot de satellites Starlink depuis la Californie pour sa mission Groupe 8-2. Le premier étage a atterri sur un drone ship après un 4e vol réussi et SpaceX a envoyé moins de satellites cette fois-ci car sa charge utile incluait 13 satellites capables de communiquer directement avec les téléphones mobiles qui sont légèrement plus lourds. Dimanche 12 mai, CASC a lancé une longue marche 4C pour sa mission Cheyenne 23 depuis la Chine. Le lendemain, c'est encore un autre lot Starlink du Falcon 9 de SpaceX en provenance de Floride pour sa mission Groupe 658. Le premier étage a volé pour la 15e fois et a atterri sur un drone ship. Le 14 mai, SpaceX a lancé un autre lot Starlink depuis la Californie pour sa mission Groupe 8-7, incluant 13 autres satellites pour communication avec téléphone mobile. Et le premier étage a atterri pour la 18e fois sur un drone ship. Il s'agissait d'ailleurs du 50e lancement d'une Falcon de l'année par SpaceX. Le dernier lancement de cette semaine a eu lieu le 16 mai par les forces spatiales russes avec leur Soyouz 2.1B depuis la Russie pour une mission Cosmos. En résumé, les entreprises et les gouvernements ont lancé avec succès un total de 92 fusées depuis janvier 2024, les États-Unis atteignant un nombre stupéfiant de 57 lancements réussis, la Chine a réussi un total de 21 fusées, et la Russie a augmenté son total à 7 lancements réussis. À moins que vous ayez vécu dans une cave cette semaine, vous saviez peut-être que des institutions nationales mettaient en garde contre des conditions géomagnétiques extrêmes de niveau G4 rencontrées partout dans le monde, causées par d'importantes éjections de masse coronale de notre Soleil, comme le montre cette image de l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA. Le côté positif est qu'une grande partie de la planète a été témoin d'aurores boréales,
Vous regardez à présent des photos de personnes du monde entier publiées sur x.com, partageant un spectacle tellement incroyable. Aucune photo ne se ressemble vraiment et les aurores font vraiment de notre planète un véritable joyau. Quelle belle façon de terminer cet épisode. Je suis Christophe Paget, profitez bien de votre semaine. Au revoir.